Bien, le président Moscovici étant arrivé, on va pouvoir commencer cette commission. J'étais là, Mes président. chers collègues, je vous rappelle tout d'abord que les deux auditions de ce jour sont en format dit hybride, à la fois en salle de la commission et par visioconférence, car nous sommes, vous le savez, en période de suspension des travaux de l'Assemblée. Et il est souhaitable, dans ces circonstances, de permettre aux députés éloignés de Paris de pouvoir quand même y participer, ce qui ne m'empêche pas de féliciter les députés qui sont présents ici dans la réunion. Monsieur Pierre Moscovici, que nous auditionnons en sa double qualité de président du Haut Conseil des finances publiques et de premier président de la Cour des comptes, est également lui-même connecté à distance à l'audition, car il se trouve à New York dans le cadre de la mission de certification des comptes. Vous n'entendez pas? Ah. Merci. Dans le cadre de la mission des certifications des comptes de l'ONU dont est chargée la Cour des comptes actuellement. Donc je dis donc bonjour à Pierre Moscovici, puisque pour lui c'est le matin, et pour nous c'est l'après-midi. Néanmoins, compte tenu de l'importance des sujets évoqués, je le remercie de s'être rendu disponible dans toute la mesure du possible pour pouvoir évoquer avec nous le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2023, la certification des comptes de l'État par la Cour des comptes, l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur le programme de stabilité que le gouvernement va présenter aux institutions européennes, l'avis du Haut Conseil sur le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes pour l'année 2023. Cette audition sera suivie à 17h de celle du ministre chargé des comptes publics, M. Thomas Cazenave. L'ensemble de ces travaux permettront ainsi de préparer au mieux le débat en séance publique relatif aux orientations et à la programmation des finances publiques qui aura lieu lors de la reprise des travaux en séance publique de notre Assemblée lundi 29 avril à 15h. L'audition du président Moscovici va très certainement enrichir notre réflexion dans la perspective de ce débat en séance publique. On peut d'emblée relever que si l'avis du Haut Conseil sur le projet de loi de règlement estime que l'écart entre le solde structurel prévu pour 2023 et celui fixé dans la loi de programmation des finances publiques n'est pas suffisamment important pour mettre en œuvre les mesures correctrices prévues par l'article 62 de la loi organique relative aux lois de finances, l'avis rendu sur le programme de stabilité ne laisse pas d'inquiéter lorsqu'il relève que la prévision des trajectoires des finances publiques manque, je cite, de crédibilité et de manque de cohérence. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Parfaitement. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord, merci de votre invitation. Notre mission d'assistance au Parlement est pour moi essentielle parce qu'elle nous met directement à contribution pour informer les parlementaires et les citoyens sur la conduite des affaires publiques et donc pour faire vivre le débat démocratique. Vous avez dit pourquoi, pour ma part, cette audition se déroulait dans un format un peu inhabituel. Je suis en effet actuellement à New York, dans le cadre du mandat d'audit de la Cour des comptes pour l'audit externe des Nations Unies. Mais j'ai choisi, naturellement, grâce à la conférence, c'est facile, malgré la distance et sans attendre la reprise de vos travaux parlementaires, de répondre à votre invitation afin de présenter différents travaux publiés aujourd'hui qui ont tous en commun d'expliquer la situation de nos finances publiques et leurs perspectives. Et comme vous l'avez dit, vous auditionnez à la fois le président de la Cour des comptes et celui du Haut Conseil des finances publiques sur 4 publications. Les rapports sur l'exécution du budget de l'État et la certification des comptes de l'État pour 2023, qui ont été joints au projet de loi de règlement, ça c'est pour la Cour des comptes, l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur le projet de loi de règlement et son avis sur les prévisions macroéconomiques associées au programme de stabilité 2024-2027. Tous ces travaux sont publiés aujourd'hui même, ils sont en fait tous publiés maintenant. En effet, ici, il est 9h du matin, donc les avis sont déjà publiés. Je crois que les rapports sur le loi de règlement sont publiés maintenant. C'est toujours pour nous un moment très important, aussi pour les magistrats qui composent à la fois la juridiction, mais aussi pour les membres du Haut Conseil des finances publiques. Mais cette année, je veux le dire d'emblée, la dégradation assez spectaculaire des finances publiques change la donne et leur confère un caractère d'alerte et d'urgence. Le déficit public très élevé en 2023, tout de même supérieur de 0,6 points de PIB à ce qui était initialement prévu dans la loi de programmation, l'augmentation significative de l'endettement, la hausse spectaculaire du coût de la dette, tout ça, ça appelle une mobilisation et une action déterminée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier devant vous les artisans de ce très, très gros travail pour ces exercices que je sais très exigeants et rigoureux.
Karine Cambi, présidente de la première chambre, Lionel Vareille, rapporteur général du rapport sur le budget de l'État, sous la supervision d'Emmanuel Janesini, contre-rapporteur, pour la certification des comptes, Denis Soubéran, rapporteur général, sous la supervision de Jean-Luc Fulagier, contre-rapporteur. Je ne peux pas citer tous ceux qui ont contribué à ces rapports, mais sachez que derrière ça, il y a la publication de 61 notes d'analyse de l'exécution budgétaire ou fiscale, les NEB. Ils ont toute ma gratitude. Je remercie en mon nom et j'espère aussi au vôtre, Éric Dubois, rapporteur général du Haut Conseil des finances publiques, les membres du Haut Conseil ainsi que la petite équipe qui compose son secrétaire permanent, qui n'a pas ménagé ses efforts dans des conditions toujours plus difficiles, je veux le dire, car on nous saisit toujours plus tard d'avis qui sont toujours plus complexes à réaliser. Je vais débuter mon propos avec ma casquette de la Cour des comptes par la présentation du rapport sur le budget de l'État en 2023. La loi organique relative aux lois de finances confie à la Cour le rôle essentiel d'examiner l'exécution budgétaire. C'est une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère, qui est d'autant plus cruciale dans cette période assez inquiétante pour nos finances publiques. Et comme son titre l'indique, ce rapport analyse uniquement le budget de l'État, sans inclure les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale, sinon dans deux brefs chapitres au titre des financements que l'État leur procure. Dans notre rapport public annuel publié le mois dernier, nous avions relevé le risque que l'année d'exercice 2023 soit une année blanche. Pas officiellement en tout cas, les informations qui ont été rendues disponibles ensuite. Pour ce qui concerne l'État, ce n'est plus un risque, c'est désormais une certitude et c'est pire. 2023 est un exercice plus dégradé encore qu'une année blanche sur la trajectoire des finances publiques. C'est une année grise et peut-être même une année noire. En deux mots, tout est dit. Le déficit budgétaire de l'État en 2023 est le deuxième le plus dégradé jamais enregistré. Il atteint presque le niveau record de l'année 2020, qui, je le rappelle, avait été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Le déficit cette année atteint 173 milliards d'euros, je parle de 2023, 21 milliards d'euros de plus qu'en 2022, 9 milliards de plus qu'initialement prévu dans la loi de finances initiale pour 2023. La comparaison avec l'année 2019 est peut-être encore plus frappante et parlante, puisque le déficit a quasiment doublé en 4 ans. Si cette situation tient en premier lieu à une loi de finances initiale peu ambitieuse, elle est aggravée par des facteurs multiples que je vais vous présenter rapidement. D'abord, sur les dépenses, le constat est clair et plutôt décevant. Je dirais que nous n'avons pas profité du reflux des dépenses exceptionnelles de crise et de relance pour diminuer les dépenses de l'État et réduire le déficit. Après avoir augmenté de 110 milliards d'euros entre 2019 et 2022, les dépenses du budget général de l'État auraient dû logiquement diminuer. L'année 2023 a en effet été synonyme d'un reflux des dépenses exceptionnelles, avec une baisse de 28 milliards d'euros des dépenses liées à l'urgence sanitaire et à la relance. Mais cette baisse a été plus que compensée par la hausse des autres dépenses, dont le volume supplémentaire s'élève à 29,4 milliards d'euros. Les dépenses totales de l'État ont ainsi atteint 454,6 milliards en 2023, soit 1,9 milliard de plus qu'en 2022. Toutes les composantes de la dépense de l'État ont progressé en 2023. Les mesures nouvelles décidées pour l'année 2023 atteignent près de 15 milliards d'euros, notamment pour prolonger les dispositifs de soutien face à la hausse des prix de l'énergie. Donc, le quoi qu'il en coûte s'arrête seulement en fait en 2024. Et encore, il faudra voir si c'est complet. La croissance des dépenses de l'État est aussi due à la hausse continue de ses dépenses ordinaires. La Cour estime leur progression à 14,5 milliards d'euros en 2023, contre moins de 2 milliards d'euros en 2022. Cette progression est notamment due à la charge de la dette, plus 3,2 milliards d'euros, à celle de la masse salariale, 6 milliards d'euros, avec l'augmentation de la valeur du point d'indice en 2022 et en juillet 2023, et parallèlement, l'augmentation significative des effectifs de l'État, plus 8 991 ETP. De surcroît, alors qu'ils ne dépassaient pas quelques milliards d'euros avant la crise sanitaire, les reports atteignent des niveaux inédits depuis 4 ans et ne sont toujours pas en voie de normalisation. 16 milliards d'euros de crédits de 2023 de nouveau été reportés sur 2024. Et la perpétuation de ces reports massifs atteint la sincérité du niveau de solde voté par le Parlement en loi de finances. Surtout, cette pratique nuit à une maîtrise résolue des dépenses. Ces augmentations et ces reports étaient en fait tous prévus et tous autorisés par la loi de finances et par la loi de programmation 2023-2027. C'est un constat assez singulier
à l'aube d'une trajectoire qui était déjà exigeante, qui était supposée ramener le déficit public sous le 3%. Et c'est pourquoi j'évoquais une loi de finances initiale peu ambitieuse en réalité. Je l'avais déjà fait devant vous le moment venu. Pour le dire simplement, la quasi-stabilité des dépenses de l'État entre 2022 et 2023, malgré le reflux très important des dispositifs de sortie de crise, retarde encore la maîtrise des dépenses. Après une année aussi décevante sur ce terrain-là, il est indispensable que les revues de dépenses lancées l'année dernière prennent toute leur ampleur et qu'elles donnent lieu à des économies pérennes, et en réalité, on le verra, assez importantes. S'agissant des recettes de l'État, elles baissent en 2023, après 2 années très dynamiques. C'est une mauvaise surprise qui ne fait qu'aggraver le déficit. En 2023, les recettes nettes du budget général ont diminué de 8,2 milliards d'euros par rapport à 2022. Elles se sont avérées inférieures de 7,4 milliards d'euros à la prévision de la loi de finances initiale. La diminution constatée par la Cour provient surtout de la baisse très marquée des recettes fiscales, moins 7,4 milliards d'euros, et l'augmentation des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, plus 1,3 milliard d'euros. Par ailleurs, la Cour analyse la baisse des recettes fiscales nettes en 2023 comme un signe, en quelque sorte, de désarmement des recettes de l'État, qui réduit d'autant ses marges de manœuvre pour l'avenir. Cette diminution en valeur est en effet une véritable singularité, alors même que 2023 a été une année de croissance, bien que modeste. À cet égard, je veux dire que j'entends ici ou là qu'il y aurait eu un retournement conjoncturel qui expliquerait cette dégradation. Ce n'est pas le cas, puisque la croissance a été de 0,9%, alors qu'elle était prévue à 1%, donc elle était correctement prévue. Alors, quelle est la cause dans ce contexte? Ça s'explique au moins en partie par les transferts de TVA, dont l'État n'est plus qu'un attributaire minoritaire. En conséquence, les recettes de l'État sont plus volatiles et moins corrélées à la croissance économique. Et plus généralement, le rendement de tous les grands impôts est en baisse. Par exemple, l'État perd 10,5 milliards d'euros de TVA supplémentaires dans le cadre de la suppression de la CVAE. Comment expliquer cette mauvaise surprise de 2023 sur les recettes fiscales de l'État? Je crois que plusieurs événements postérieurs à la loi de finances de fin de gestion expliquent cet écart inhabituel de près de 8 milliards d'euros. Une partie d'entre eux relève d'évolutions qui étaient difficilement prévisibles, mais une autre partie aurait pu être anticipée au cours des débats parlementaires de novembre. En particulier, les revenus du prélèvement sur les super-profits des producteurs d'électricité étaient estimés à 12,3 milliards d'euros en loi de finances initiale. Ce montant a été réduit à moins de 3 milliards d'euros dans la loi de finances de fin de gestion, et il n'a finalement représenté que 0,6 milliards d'euros. Je suis, comme vous, attaché à ce que soient pleinement établies les raisons à l'origine d'un tel écart, extraordinairement rare en matière de prévision fiscale. L'administration l'explique par la baisse des prix de l'électricité tout au long de l'année 2023, alors que cette imposition exceptionnelle a été conçue et estimée fin 2022, lorsque ces prix étaient au plus haut, mais la baisse de l'inflation était tout de même anticipée, disons-le, et souhaitée. Des analyses complémentaires sont en cours pour apprécier si d'autres facteurs ont pu jouer. Ces évolutions négatives sur les volets des recettes comme des dépenses ont contribué à accroître le besoin de financement et la dette de l'État, qui atteignent des niveaux plus que préoccupants. Je pense que chacun en conviendra. En comptabilité budgétaire, le besoin de financement de l'État atteint le niveau historique de 314,6 milliards d'euros. C'est quasiment le montant des recettes fiscales de l'État. Ce besoin de financement est constitué par le déficit à financer, d'une part, et par le remboursement des emprunts arrivés à échéance, d'autre part. En d'autres termes, pour couvrir ces dépenses, l'État a emprunté quasiment autant, sous une forme ou sous une autre, qu'il a perçu en impôts. Cette évolution montre bien les difficultés à sortir réellement du quoi qu'il en coûte et à reprendre le contrôle de nos finances publiques. Le corollaire de ce besoin de financement en hausse est bien entendu l'augmentation continue de l'encours de la dette, qui a augmenté de 6,5% sur l'exercice 2023. En comptabilité budgétaire, la charge de la dette a aussi continué d'augmenter de manière soutenue après la brusque accélération de 2022. La charge de la dette s'est élevée à près de 54 milliards d'euros en 2023, après 50,7 milliards d'euros en 2022. C'est désormais le budget du ministère des Armées, pour donner un ordre de grandeur. Cette tendance, elle est évidemment préoccupante, surtout dans un contexte où les taux d'intérêt ont augmenté et où les projections indiquent une progression continue de la dette. J'y reviendrai un petit peu plus tard. La loi de programmation 2023-2027
prévoit en effet dans son scénario central d'évolution des taux une hausse de la charge en intérêt de 9,5 milliards d'euros en 2024 et de près de 36 milliards d'euros à l'horizon 2027. À l'issue de cette année très difficile pour les finances publiques, j'aimerais partager avec vous, mesdames et messieurs les députés, un message d'alerte et de vigilance. L'absence de réformes et d'économies structurelles en 2023 va peser fortement sur la trajectoire de retour du déficit à un niveau soutenable. Alors que se pose la question du financement des investissements nécessaires à la croissance et à la transition écologique, la situation financière de l'État ne sera soutenable qu'au prix d'efforts considérables sur d'autres dépenses. Je l'ai dit et je le redis, ces efforts sont difficiles, mais ils sont encore possibles. Ils ne sont contradictoires, à mon sens, ni avec une politique de croissance, ni avec le maintien du modèle social français, ni avec les exigences de la transition écologique, s'ils portent sur les dépenses peu efficaces, c'est-à-dire les dépenses de faible qualité. Et nous avons toute raison de penser qu'il y en a tout de même. Dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, c'était à l'été dernier, la Cour a proposé un mode d'emploi pour passer au tamis la qualité des dépenses publiques. Ça reste pour moi la meilleure stratégie, mais nous avons incontestablement perdu un an. Il faut aller plus loin car le temps presse. La Cour a été saisie par le Premier ministre en ce sens. Elle contribuera aux revues de dépenses à sa place et dans son rôle. Nous proposerons des réformes et des économies inspirées par cette approche par la qualité. J'en viens désormais brièvement à la présentation de l'acte de certification par la Cour des comptes de l'État. La certification, ça consiste à donner une opinion sur la régularité, la sincérité, la fidélité des comptes. Je le rappelle devant vous aujourd'hui, cette mission est une prérogative de puissance publique déterminante pour apprécier la situation financière réelle de l'État et de la sécurité sociale. Elle ne peut pas être prise à la légère ou contestée, et les réserves formulées par la Cour devraient, je pense, faire l'objet de toute l'attention de l'administration afin de les faire disparaître en vérité. Encore une fois, la Cour, dans son rôle de commissaire aux comptes de l'État, exprime une opinion avec réserve sur les comptes pour 2023. Ça signifie que ces comptes présentent sur certains points des anomalies significatives par rapport aux normes applicables, ou bien que l'administration n'a pas été en mesure de justifier les chiffres de certains postes importants sans qu'une anomalie soit certaine. On peut regarder le verre à moitié plein, en constatant que par rapport à 2022, 2 points de réserve importants ont été levés, pas des moindres, puisqu'il s'agissait d'une incertitude sur le montant futur des charges de retraite des fonctionnaires, et d'une autre sur le montant des dettes de trésorerie de l'État envers les correspondants du Trésor. Le verre à moitié vide, en revanche, c'est l'apparition d'un nouveau point de réserve, considéré comme une anomalie significative. Il s'agit de l'absence de mention parmi les engagements donnés par l'État de la garantie du remboursement de l'emprunt émis par l'Union européenne pour financer le plan de relance européen. Cet engagement peut être évalué à 75 milliards d'euros. Au total, si les comptes de l'État sont riches, utiles en information, représentent un grand progrès par rapport à la situation prévalant avant 2006, il reste encore un peu de chemin à faire avant qu'il puisse être certifié sans réserve. La situation financière de l'État, telle qu'elle ressort de ses comptes 2023, est accompagnée d'une note d'analyse de la Cour complétant utilement la vision de l'exécution budgétaire donnée du rapport sur l'exécution du budget de l'État. Et je vous invite à en prendre connaissance. Permettez-moi de conclure sur la certification en attirant votre attention sur un point qui est technique, mais qui a toute son importance. Nous nous étonnons en effet que lorsque le gouvernement communique sur les comptes de l'État, il ne mentionne pas systématiquement les réserves récurrentes de la Cour. Ça soulève une question quand même de transparence et de lisibilité de la situation financière de l'État. Quelle entreprise pourrait, comme l'État, présenter des comptes présentant durablement des anomalies ou des réserves sans signaler cette situation aux utilisateurs de ces états financiers? Je laisse chacun juge de cela. Parallèlement à ces deux rapports, et conformément aux dispositions prévues par la loi organique, le Haut Conseil des finances publiques a rendu aujourd'hui 2 avis. Un avis relatif au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2023, et un avis relatif au programme de stabilité pour les années 2024 et 2027. Donc vous ne le voyez pas, mais symboliquement, je change de casquette pour prendre celle de président du Haut Conseil des finances publiques en débutant par l'avis relatif au projet de loi relatif aux résultats de la gestion. Cet avis, est-il besoin de le rappeler, sur le solde structurel de l'ensemble des administrations publiques,
comprend non seulement l'État, qui est l'objet du rapport sur l'exécution du budget de l'État et l'acte de certification, mais aussi, cette fois, ses opérateurs, les administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs opérateurs. Cet avis doit juger si l'écart entre le solde structurel réalisé et celui de la loi de programmation des finances publiques est important au sens de la loi organique. Permettez-moi un petit rappel méthodologique. Si le Conseil venait ou était venu à constater que cet écart est ou était important, cela déclencherait ou aurait déclenché automatiquement le mécanisme de correction prévu par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Le gouvernement devrait ou aurait dû alors tenir compte de cela au plus tard dans le prochain projet de loi de finances ou de loi de financement de la sécurité sociale de l'année et présenter des mesures de correction envisagées. Or, comme vous le savez, les résultats présentés par l'INSEE à la fin du mois de mars font état d'un déficit public plus élevé que celui prévu par la LPFP de 0,6 points de PIB. Le déficit s'est établi à 5,5 points de PIB alors qu'il était prévu à 4,9 points de PIB dans la LPFP. Cet écart de 0,6 points de PIB sur le déficit effectif se traduit par un écart de 0,5 points, il faut bien noter ça, sur le solde structurel, ce qui est justement le seuil de déclenchement du mécanisme de correction. En effet, la croissance a été un peu moins forte que prévu, de 0,1 point, et une petite partie de l'écart, du coup, est de nature conjoncturelle. Pour juger si cet écart est important, le Haut Conseil doit tenir compte des circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts contestés et constatés. Or, dans son avis rendu le 17 mars 2020 sur le premier projet de loi de finances rectificative pour 2020, le Haut Conseil des finances publiques avait constaté, à la demande du gouvernement, c'était la crise Covid, que la crise sanitaire et ses répercussions économiques et financières constituaient, et c'était indéniable, des faits inhabituels indépendants de la volonté du gouvernement et qu'il relevait donc des circonstances exceptionnelles. Et depuis, cette clause est restée en vigueur. Le Haut Conseil constate dans son avis publié aujourd'hui que ces circonstances exceptionnelles ne sont plus réunies et qu'elles ne doivent pas être prises en compte dans l'examen du présent projet de loi. En effet, les conditions d'exercice de l'activité économique, qui avaient fortement pâti en 2020 et 2021 de la crise sanitaire, puis de la crise énergétique en 2022, se sont depuis nettement améliorées. Et en 2023, l'activité a continué de croître et l'inflation a reflué. Le Haut Conseil donc, a décidé de lever les circonstances exceptionnelles. Mais il constate toutefois que l'écart de 0,5 points reste entre le solde structurel réalisé en 2023 et celui prévu par la LPFP, résulte pour partie d'un changement d'ordre méthodologique. Pour entrer un instant dans des considérations plutôt techniques, ce changement méthodologique est lié au partage de l'ensemble des données de compte nationaux de la base dite 2014 à la base dite 2020. Corrigé du changement de base, l'écart observé entre le solde structurel réalisé et celui de la LPFP est donc de 0,36 points et inférieur à 0,5 points de PIB potentiel. Il ne peut donc être considéré comme important au sens de l'article 62 de la loi organique. Dans ces conditions, le Haut Conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déclencher le mécanisme de correction au titre de l'année 2023. Je voudrais souligner que ce n'est pas parce que cet écart n'est pas important au sens de la loi organique qu'il n'est pas significatif. Il l'est naturellement. Conserver durablement un déficit élevé n'est pas sans conséquence, puisque ça ne permet pas de réduire notre ratio de dette publique, déjà parmi les plus élevés d'Europe. Je l'ai déjà dit souvent devant vous, notre désendettement est impératif pour retrouver des marges de manœuvre. Elle doit être rétablie pour que la France puisse être capable de faire face à d'éventuels chocs économiques, sans compter, ce qui est essentiel, les investissements nécessaires en faveur de la transition écologique et d'autres transitions. La trajectoire de finances publiques de la loi de programmation, que le Haut Conseil avait jugée optimiste quand elle lui avait été soumise pour avis, est d'ores et déjà remise en cause, seulement 4 mois après avoir été promulguée. Ce constat m'amène au deuxième avis, et c'est la dernière chose dont je vous parlerai ce matin, pas la moindre, l'avis du Haut Conseil sur le programme de stabilité 2024-2027 que je vais développer dès à présent. Le Haut Conseil a été saisi, comme les années précédentes, d'un nouveau programme de stabilité pour les années 2024 et 2027, qui sera vraisemblablement le dernier, car, comme vous le savez, la nouvelle réforme de la gouvernance économique européenne remplacera les programmes de stabilité par des programmes dits budgétaires et structurels de moyen terme, fixés pour au moins 4 ans, déterminant une trajectoire non plus de solde public, mais d'évolution de la dépense publique. Ce projet est désormais à son terme, presque. Il prévoit une saisine obligatoire des institutions budgétaires indépendantes sur les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes à la définition de l'objectif de dépense publique, mais seulement 8 ans après que les règles seront entrées en vigueur. Rien n'interdit toutefois d'introduire cette obligation de saisine dès la transposition des règles en droit français et de prévoir du coup une saisine annuelle du HCFP sur
le déroulement de ces programmes. Pour vous le dire franchement et assez nettement, ça me semble vraiment nécessaire pour pouvoir continuer à éclairer au mieux le Parlement et les citoyens sur les perspectives de nos dépenses publiques par une analyse impartiale, objective, pluraliste, qui, je l'espère, vous est utile, mesdames et messieurs les députés. Il me paraîtrait paradoxal qu'une approche plus nationale de la situation budgétaire des pays membres de l'Union européenne se traduise par un recul du rôle de leurs institutions budgétaires indépendantes. À la suite de nombreuses alertes sur nos finances publiques depuis le début de l'année 2024 et dans un contexte macroéconomique dégradé, le gouvernement s'est doté d'une nouvelle trajectoire profondément modifiée. C'est un effort qui était nécessaire. Notre avis sur le programme de stabilité 2023-2027 s'articule autour de deux grands messages. D'abord, le fait que les hypothèses présentées par le gouvernement sont trop optimistes, comme nous en avions déjà fait part lors de notre avis l'an passé. Il est utile, pour cela, de revenir un instant sur la LPFP qui a été promulguée en fin d'année dernière. Lorsqu'il avait eu à donner devant vous son avis sur le projet de LPFP, le Haut Conseil avait estimé que le scénario de croissance du gouvernement était optimiste. Il avait relevé que la trajectoire de finances publiques était peu ambitieuse au regard des objectifs européens de la France, alors même qu'elle supposait la réalisation déjà d'importantes économies structurelles qui restaient à préciser. De fait, le gouvernement prend acte, dès ce programme de stabilité, que la trajectoire de la LPFP, promulguée il y a moins de 4 mois, a été construite sur des hypothèses trop optimistes et doit être profondément modifiée. Le gouvernement a ainsi d'ores et déjà dû corriger à la baisse de 0,8 points sa trajectoire de croissance sur la période 2023-2025 dans le programme de stabilité. Et disons-le, il a eu raison de le faire. La croissance était de 0,9 points en 2023 contre 1% prévu en LPFP. L'économie française a été quasiment à l'arrêt au second semestre 2023. Le gouvernement a aussi révisé à 1% sa prévision de croissance pour 2024. C'est 0,4 points de moins que la prévision précédente, qui est à 1,4%, celle pour 2025, soit 0,3 points de moins que sa prévision précédente. Notons toutefois que la prévision de 1% pour 2024 reste encore supérieure au consensus des économistes ou, par exemple, à la prévision de croissance pour la France présentée hier par le FMI, qui n'est pas d'ordinaire, vous le savez, une institution pessimiste. Le scénario macroéconomique à l'horizon 2027 reste toutefois, pour sa part, encore optimiste. Il suppose un fort rebond du commerce mondial, qui n'est pas acquis dans un contexte d'obstacles croissants des échanges internationaux, et une forte baisse du taux d'épargne des ménages, qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas pour autant très probable au regard du passé. L'évaluation du PIB potentiel associé, c'est-à-dire le niveau d'activité qu'on peut atteindre en l'absence de choc, qu'il soit favorable ou défavorable, n'a été révisée qu'à la marge. Elle reste donc avantageuse. Celle-ci suppose d'abord des gains de productivité sensiblement plus élevés que ce que laissent attendre les tendances observées avant la pandémie de Covid-19 et a fortiori que celle observée depuis. Elle suppose également une augmentation de l'emploi total, liée notamment aux réformes des retraites et de l'assurance chômage, qui nous paraît un peu surestimée. Le Haut Conseil considère que l'estimation par le gouvernement de l'écart de production actuel est optimiste, puisqu'il estime que l'écart de production est de moins 1,1 point en 2023, écart qui n'est pas, à notre sens, en ligne avec les tensions persistantes sur le recrutement. Malgré un scénario de croissance qui reste favorable, il en résulte que l'écart de production, c'est-à-dire la part du PIB qui est de nature conjoncturelle et donc appelée à se résorber avec le retour à une conjoncture normale, reste négatif jusqu'en 2027. C'est une configuration d'ailleurs sur 8 ans qui ne s'observe jamais dans les observations ex post de l'écart de production. Ceci conforte le diagnostic du Haut Conseil que la trajectoire de PIB potentiel retenue dans la prévision du gouvernement est surévaluée et devrait donc logiquement ou pourrait être prochainement révisée à la baisse, ce qui aurait pour conséquence d'accroître la part du déficit qui est considéré comme structurel et donc en particulier l'effort nécessaire pour ramener le solde public en dessous de 3 points de PIB. La trajectoire de finances publiques a dû aussi être révisée de manière substantielle. Elle est nettement plus dégradée que dans la LPFP. Dès 2023, première année de la trajectoire de la LPFP, le déficit public observé, j'en ai parlé, est plus élevé de 0,6 points que prévu dans la LPFP. Le résultat sur la dette publique,
soit 110,6 points de PIB, est aussi plus élevé de 0,9 points de PIB que celui qui est prévu dans la LPFP. C'est aussi le cas en 2024, où le déficit public est prévu en hausse de 0,7 points par rapport à la LPFP pour atteindre 5,1 points de PIB, malgré les nouvelles mesures d'économie prises en compte dans la prévision. Le ratio de dette atteindrait donc 112,3 points de PIB en 2024, soit une augmentation de 2,6 points par rapport à la LPFP, en particulier la prévision de prélèvement obligatoire que le Haut Conseil avait déjà jugé optimiste dans son avis sur la PLF pour 2024, et avant même les mauvaises surprises enregistrées en fin d'année 2023, a dû être révisée à la baisse de plus de 25 milliards d'euros en 2024. La cible de déficit public pour 2027 a, elle, été légèrement relevée, 2,9 points au lieu de 2,7 points, même si le gouvernement maintient l'objectif d'un retour sous 3 points de PIB à cet horizon. Cette trajectoire de déficit conduit à une augmentation du ratio de dette au PIB par rapport à 2023. Ce ratio atteindrait 112 points de PIB en 2027, soit 4 points de plus que prévu dans la LPFP, alors que les autres pays les plus endettés de la zone euro réduisent le ratio de dette. La France risque ainsi de figurer durablement parmi les 3 pays les plus endettés de la zone, avec la Grèce et l'Italie, qui, elles, font apparemment, d'après leur programme, plus d'efforts. J'en viens au dernier point et au deuxième message, qui me paraît peut-être être celui le plus important de nos échanges de ce matin. Bien qu'il ait été révisé par rapport à une loi de programmation trop optimiste, le scénario du programme de stabilité manque à nos yeux de crédibilité et de cohérence. Pourquoi ? La nouvelle trajectoire de finances publiques présentée dans ce programme de stabilité est nettement plus dégradée que dans la LPFP. Dès 2023, notre point de départ s'éloigne fortement de ce qui était inscrit dans la loi de programmation de finances publiques. Le déficit public a atteint 5,5 points de PIB. J'en ai parlé. En 2024, le déficit est prévu cette fois-ci en hausse de 0,7 points de PIB par rapport à la LPFP, où il était envisagé à 4,4 points de PIB. Ceci fait que, compte tenu de la dégradation des prévisions de finances publiques en 2023 et 2024, la trajectoire présentée par le gouvernement est beaucoup plus exigeante que celle de la LPFP, sur laquelle nous nous interrogions déjà. Je souhaite que ce point soit clair. Nous partons, à l'issue de l'année 2024, prévue à 5,1 points, d'une situation encore plus dégradée, alors c'est les 4,4 qui étaient prévus. Et le gouvernement prévoit toujours l'objectif d'un retour sous 3 points de PIB en 2027. La pente était déjà escarpée, elle est désormais beaucoup plus raide, presque abrupte, mesdames et messieurs les députés. Par ailleurs, le maintien d'un objectif de déficit public en dessous de 3 points de PIB en 2027 suppose un ajustement structurel primaire, c'est-à-dire hors charge d'intérêt massif entre 2023 et 2027, de 3,2 points de PIB sur 4 ans. Cet effort inédit s'appuierait, d'après les documents qui nous ont été fournis, quasi exclusivement sur un effort d'économie en dépenses. Le Conseil considère que cette prévision manque de crédibilité, alors qu'un tel effort en dépenses n'a jamais été réalisé par le passé. Sa documentation reste encore lacunaire et sa réalisation suppose la mise en place d'une gouvernance rigoureuse qui associe l'ensemble des acteurs concernés, État, collectivités locales, sécurité sociale, qui ne semble pas en place aujourd'hui. Le gouvernement indique qu'il s'appuiera sur les revues de dépenses engagées jusqu'alors. Au vu des économies dégagées par la revue de dépenses effectuée jusqu'à présent, ça suppose un coup d'accélérateur puissant. Nous le souhaitons, mais il reste à démontrer. Le Conseil considère aussi que cette prévision manque de cohérence. Pourquoi cela ? Parce que la mise en œuvre de l'ajustement structurel prévu, et c'est là où il y a une faille dans le raisonnement, ne manquerait pas de peser à court terme sur l'activité économique. On ne réduit pas aussi massivement la dépense publique. Je rappelle que pour 2025, le chiffre inscrit dans le programme de stabilité, c'est 27 milliards d'euros, sans effet sur la croissance économique. Les prévisions de croissance du gouvernement, élevées d'ici 2007, puisque c'est encore un 7 et un 8 au-dessus de notre PIB potentiel en 2026 et 2027, ne pourraient donc être atteintes que sous des hypothèses très favorables et en fait très peu probables. Un scénario cohérent supposerait de changer soit la prévision macroéconomique, soit celle des finances publiques.
une prévision macroéconomique inchangée, en fait, aboutirait à un effort de réduction des déficits qui serait probablement nettement plus faible. À l'inverse, maintenir la cible de déficit supposerait de retenir des prévisions de croissance, elles, nettement plus faibles, et des efforts en dépenses encore plus importants qu'envisagés par la trajectoire du programme de stabilité, qui sont déjà pourtant inédits. Mesdames et messieurs les députés, je serai clair, si nous souhaitons rétablir des finances publiques saines, il faut un discours de vérité et il faut faire des choix. Nous ne pouvons pas annoncer un tel ajustement structurel sans que celui-ci repose sur des hypothèses robustes. Laissez-moi, pour conclure, vous préciser que le Haut Conseil, et c'est son avis qui le dit, considère toujours indispensable la réduction du déficit public et du ratio de dette. Certes, cette réduction sera plus difficile encore que ce qu'on pouvait penser il y a quelques mois. Nous avons tardé à maîtriser nos dépenses, beaucoup trop tardé. Mais la réduction du déficit public n'en est pas moins nécessaire. Elle doit s'appuyer sur une stratégie articulée et crédible de réduction du poids de la dépense publique dans le PIB et un réexamen à la baisse des baisses prévues de prélèvements obligatoires. La définition de cette stratégie est désormais à nos yeux urgente. Je le souligne devant votre commission. Nous ne pouvons plus tarder à agir. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, les messages que je souhaitais porter devant vous. Au-delà du respect de nos engagements européens, c'est la capacité de la France à conserver la maîtrise et le contrôle de ses finances publiques qui se joue dans les prochaines années et en réalité dans les tout prochains mois. La priorité sera, à nos yeux, de concilier ajustement budgétaire et amélioration du potentiel de croissance. Ce défi est considérable, j'en suis pleinement conscient, mais il est incontournable. Nous avons trop tardé à nous attaquer à la réduction de nos déficits, de notre dette, comme à la maîtrise de notre dépense publique. L'effort à faire est important, mais nous ne pouvons pas nous dérober. Nous risquons, tôt ou tard, de payer le prix fort d'un état aussi dégradé de nos finances publiques. Et en fait, on nous présente déjà l'addition, pour tout dire. Pour faire sens et pour réussir, cette démarche doit être menée avec courage, volonté, intelligence. C'est le message de la Cour, celui du Haut Conseil des finances publiques, qui, je vous le rappelle, et c'est à son importance, est un organe pluraliste, impartial, objectif, que je porte devant vous avec un sentiment, oui, d'urgence et de nécessité. Pardon de la longueur peut-être de mon intervention, mais les 4 textes que je vous présente, hélas, l'exigeaient. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.